Hello mes girls. Vous le voyez là, rien que... même mes cheveux ils sont énervés. Je ris mais je suis à bout. Ça fait 1250 fois que j'essaye d'exporter, enfin pas d'exporter, mais si, d'exporter le montage de la vidéo, du vlog d'avant. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai finalement réussi. Mais ça fait 1250 fois que je le refais et que ça ne marche pas. Ça me dit échec d'exportation de la de vidéo de Il est minuit moins 6, j'allais dire moins 5, moins 4 maintenant. J'ai toujours pas fini de travailler comme d'habitude. Et comme si je travaillais pas assez tard, ça fait des heures que j'essaye de finaliser l'export Je suis en train de... À cette heure-ci, donc j'ai essayé de faire la place sur l'iPhone. J'ai éteint l'iPhone. D'habitude, quand ça fait ça, je fais de la place et c'est bon. Là, la vidéo, je veux bien qu'elle fasse 10 Go et qu'elle dure 1h24. Désolée, vous me connaissez, moi et mes vlogs à rallonge. Mais, et d'ailleurs, vous savez, dernièrement, j'ai essayé... Je vais poser ça là. Je vous pose sur mon ordi. Dernièrement, j'ai essayé de raccourcir mes vlogs. Comme j'arrive pas à les raccourcir moi-même, genre en parlant moins ou en montrant moins de trucs, vous savez, vous avez dû le voir, j'ai fait, il y a certains vlogs qui sont coupés en partie 1, partie 2, même partie 3 des fois. Et en fait, je me rends compte que ils n'ont pas spécialement plus de vues que les plus longs, voire ils peuvent en avoir moins. Et là, j'étais en train de regarder une ancienne vidéo de petite lectrice, d'Estelle, que je me mets en fond, sa voix douce me calme pendant que je m'énerve sur cet iPhone. Donc j'avais une vidéo d'Estelle là à côté de moi qui tournait sur mon iPad et elle durait 1h30 quasiment aussi, mais elle aussi 1h24, non? Bref, un peu moins d'1h30 et du coup je me suis dit bon mais c'est parfait, c'est une longue vidéo, je vais pouvoir la laisser tourner à côté de moi, je tends une oreille pendant que je fais mon truc qui me gave là. Et du coup quand je suis allée sur sa chaîne, je me suis rendu compte, vous savez, j'ai scrollé vous scrollez juste un coup là, et vous avez vidéo populaire. Et bien, j'ai vu que sur la chaîne de Petite Lectrice aussi, les vidéos les plus longues, c'est-à-dire plus d'1 heure, sont ces vidéos les plus vues. Mais c'est fou. Mais je me dis, mais... Donc, moi qui adore faire des... Enfin, qui fait des vlogs longs. Oui, j'aime bien faire des vlogs longs, et moi, je sais que j'aime bien en regarder aussi. Quand il y a des youtubeuses... que je suis... Bon, en fait, j'en suis vraiment qu'une seule, qui s'appelle Lydia Elise Millen, qui est une Britannique, une Anglaise, que je la suis depuis des années. J'adore cette fille, qui est une youtubeuse plus généraliste, mode, beauté, lifestyle, machin. Et c'est une personne qui m'inspire beaucoup, et donc c'est à peu près la seule que je suis en dehors de la sphère livre, quoi. Et je sais que moi, quand elle poste une vidéo de 50 minutes, ou en gros, plus elle, 1h, 1h10, 1h20, et ben je suis contente quand c'est des longues, parce que je me pose tranquille devant ma télé, je prends un truc à boire, machin, et voilà. Et donc, je pense que je vais arrêter de me censurer. C'est ce que je vous avais dit au début. Je vous avais dit, oh, elle va être longue, est-ce que je la coupe ou pas? J'avais dit, oh, on s'en fout des conventions. Moi, de toute façon, je suis genre à m'en foutre, je fais comme je veux, et voilà. Et finalement, j'ai cédé à l'appel de, ah oui, mais on sait jamais, bon, je vais les couper, parce que peut-être que ça peut décourager et tout. Eh ben, FUCK. Je pense que je vais faire comme j'ai envie. Je vais poster mes vlogs longs, et that's it, that's all. Parce que je préfère en fait, et je vois sur mes statistiques que potentiellement vous aussi en fait vous préférez. Et alors c'est contradictoire parce que j'ai fait un sondage sur Instagram en disant qu'est-ce que vous préférez, machin, et j'avais mis 4 options. J'avais mis soit les vidéos thématiques, c'est-à-dire vous savez book haul, unboxing, enfin, ou des tags, voilà, les trucs vraiment un peu le genre de vidéo que peut faire par exemple Audrey le souffle des mots. Où la plupart du temps, c'est pas des vlogs, c'est vraiment mes 10 coups de cœur de l'année, mais vous voyez, ce genre de tag, quoi. Et après, j'avais mis, ou alors, donc, ce genre de vidéo thématique, précise, avec voilà, un thème précis, ou alors, vlog de moins de 30 minutes, vlog de plus de 30 minutes, ou vlog de plus d'1 heure. Et ce qui revenait, ce que vous préfériez, apparemment, les vidéos tag et tout, en gros, ce que je ne fais pas.
ce que je ne fais pas. Et en deuxième, vous aviez mis les vidéos de plus de 30 minutes. Et en troisième position, les vidéos de moins de 30 minutes. Et en toute dernière position, les vidéos de plus d'1 heure. Les vlogs, pardon. Quand je dis vidéo, c'est vlog. Et au final, sur la chaîne de Petite Lectrice, qui est la personne que je suis le plus, que enfin, je répète tout le temps, mais j'adore cette fille, et ben, ses vidéos les plus vues, c'est les vlogs de plus d'1 heure. Donc, voilà. Je vais arrêter de me censurer en voulant couper, raccourcir ma chaîne. Non, 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 non. Je posterai mes vlogs de plus d'1 heure parce que j'aime ça, c'est ce que j'aime regarder. Et visiblement, c'est pas un frein de toute façon pour vous non plus. Voilà. Le problème, c'est que visiblement, j'ai du mal à les exporter. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, mais bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les nouveautés du jour de demain. Il y en a qu'une. Enfin, un t-shirt et son mug assorti, c'est tout. C'est vraiment pas régulier. Hein. Des fois, il va y avoir des collections complètes, des fois, il va y en avoir 2, des fois 3, des fois 1, des fois 5, des fois... Bon, ça dépend du temps que j'ai, de mon inspiration, de mon humeur. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va rire plutôt qu'en pleurer. Hein. Mais là, en fait, je commence à être saoulée de travail. Voilà, il est minuit passé. Je commence à être... En fait, travailler tous les jours jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. Un peu ça va, mais là je commence à en avoir marre. Mais je me laisse pas le choix en fait. C'est ça le truc, c'est que bon, j'en ai marre. Ça me saoule. Si je m'écoutais, là je fermerais tout, j'avancerai dans ma lecture et voilà. D'ailleurs, j'ai avancé dans ma lecture. Je vous montre. Bon, je suis toujours à la même. Vous savez que quand j'ai commencé les vlogs, en fait quand j'ai ouvert la chaîne YouTube, j'étais déjà à cette lecture. Puisque je me rappelle que au début de mes vlogs, je vous ai fait un update lecture de ma lecture juste avant celle-là, qui était un tout petit livre, qui était le Ladies Football Club de chez 10-18. Et ensuite, je vous ai directement dit que j'étais là-dedans. Et ça fait plus de 2 semaines que j'ai ouvert la chaîne, et je suis toujours là-dedans. Je vous l'ai dit que moi, c'est pas rare que ça me dure 1 mois, un livre. 1 mois, oui. 2 semaines, c'est plus... 2-3 semaines, généralement, c'est ça. Et là, voilà, ça fait plus de 2 semaines que j'ai ouvert la chaîne. Voyons, première vidéo, il y a combien de jours? Ah, il me dit il y a 2 semaines. C'est pas très précis. Bon, en tout cas, 2 semaines. Et j'arrive enfin au but. Hein. Il me reste moins de 100 pages. Hein. Il me reste 65 pages. Mais je suis toujours dedans. Voilà, donc j'ai quand même avancé aujourd'hui. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog. Du coup, je me suis fait une petite séance lecture avec mon fils tout à l'heure. Quand vous avez vu sa petite main qui a dit coucou à la caméra. Et j'ai refait une séance lecture avec lui le soir. On se met dans son lit et on lit. En ce moment, il est sur ma liseuse. Tout le temps. Alors qu'il a plein de livres papier, de merveilleux livres. Mais voilà, si ça a un écran, c'est mieux. Donc il me pique ma liseuse et il lit ses livres dessus. Ce qui me fait acheter des livres en double, du coup. Enfin bref. Voilà, donc moi j'en suis là. Je vais peut-être le finir ce soir. Et encore, c'est même pas sûr parce que voilà, il est déjà minuit. Mais ce que je vais faire, c'est que avant d'espérer pouvoir lire quoi que ce soit, je vais vous montrer les 2 petites nouveautés rapidement. Ça va aller vite. Je vais les poster comme d'habitude sur Instagram, TikTok, email. Programmer tout ça, ça devrait aller vite puisqu'il y a quasiment rien. Donc bon, ça devrait être vite fait. C'est au moins ça de gagner. Et ensuite, je vais réessayer d'exporter la vidéo. Je vais essayer de la dupliquer dans l'application de truc là. Ah, ça m'énerve. De montage. Et puis, pendant ce temps, je vais me mettre devant la télé. Je vais regarder des vidéos sur YouTube. Ou alors Netflix. Ou alors je lis pendant ce temps. Je sais pas. En tout cas, parce qu'elles sont super longues à exporter en plus. Et genre, ça tourne pendant, je sais pas moi, 20 minutes. Pour aller jusqu'à 100%. Et une fois que ça arrive à 100%, ça vous dit échec, impossible d'exporter, veuillez réessayer. Ça te dit pas ni pourquoi, ni rien. Et c'est qu'à la fin, une fois que tu as attendu bien longtemps que ça truc, la vidéo, que ça bref, que ça exporte, là, le montage, qui te dit échec. Je vais lui péter sa gueule, lui, il va voir. Bon,
je vous montre mes nouveautés. Parce que pour l'instant, ça fait 10 minutes que je queen devant mon téléphone toute seule à minuit dans ma maison parce que j'ai une vidéo qui exporte pas. C'est n'importe quoi. Je vous montre les nouveautés. Et les voici, les voilà. Donc je vous avais dit, il n'y en a pas beaucoup. On a le t-shirt que j'ai appelé lectrice en 4 cases. Voilà, qui est donc monochrome. J'ai mes doigts. Bonjour. J'ai mes doigts qui passent devant. Voilà, avec des grandes illustrations. Voilà, une version pliée différemment. Voilà, tout simplement. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? J'avais besoin de simplicité ce soir, vous voyez? Et on voit les petites lettres muses sur les 4 livres. Voilà. Et donc, on a aussi le mug disponible en 2 formats. Mug monochrome aussi. Facile à placer pour la déco. Donc ça, c'est la version, la taille classique. Et là, la taille XXL. Voilà, voilà. Bon, et donc, je vais faire ce que je viens de vous dire. Ça me fait bizarre d'ailleurs de commencer un nouveau vlog alors que le premier n'est pas... Enfin, le précédent n'est pas exporté. D'habitude, quand je commence un nouveau vlog, c'est parce que l'autre, il est déjà sur YouTube. Et moi, généralement, je vous filme une journée, le soir même, je le mets sur YouTube. Donc, quand vous voyez le premier jour, vous voyez ce qui s'est passé la veille. C'est très, très récent. Et donc là, je n'ai pas du tout envie de perdre ce rythme-là. Je l'ai fait au fil de l'eau et voilà. Bon, envoyez-moi votre force, bien que ça ne serve à rien. Puisque quand vous verrez ce vlog, qui est le vlog suivant de celui que je n'arrive pas à exporter, eh bien, le précédent sera forcément exporté, parce que je ne vais pas en sauter un, ce serait complètement con. Voilà. Bon, je vais faire ça ce soir, en essayant de pas trop désespérer. Hein? Et puis, j'allais dire, je vais essayer de me reposer. Bon, ben, vu l'heure qu'il est, encore une fois. C'est raté. C'est raté, c'est raté. Mais bon, heureusement, je vis sans réveil. C'est mon petit luxe. Sinon, je mourrais de travailler aussi tard et d'avoir un réveil le matin. Ce serait pas possible. Mais en même temps, je travaille tous les jours. 7 jours sur 7. Sans vacances. Sortez les mouchoirs. Calimerluche est arrivé ce soir. Ah, vous voyez, d'habitude, je suis toujours pleine d'énergie, contente et tout. Voilà. Là, vous me voyez dans les jours où... Voilà, c'était tout. Bonne nuit, les amis. Enfin, bonne nuit pour moi. À tout de suite pour vous. Ciao, mes girls. Alléluia. Il est 1h40 du matin. J'ai enfin réussi à exporter la vidéo. Est-ce que je vais pas vous spoiler? Je fais ça parce que du coup, comme c'était très long, je me suis mis la nouvelle saison de la Umbrella Academy. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire la miniature de la vidéo et plus qu'à l'uploader sur YouTube et attendre de voir si tout se passe bien. Donc, j'ai le temps de regarder au moins un épisode ou 2. Voilà pour l'update. Bon, j'ai 2 problèmes avec ce que tu viens de dire. Premièrement, le voyage dans le temps, c'est pas si simple que ça. Ça va, on a compris que ton taf était dur. Tiens-en au Et fait. deuxièmement, il se trouve que j'ai plus la mallette. Je tiens à dire que si vous ne me voyez pas, c'est parce qu'il est 3 h du matin et que, miracle, le vlog est en ligne sur YouTube. Le vlog avant celui-là donc. Si vous regardez celui-là, vous l'avez déjà vu. Enfin, je pense. Le vlog numéro 10. Et là, vous êtes dans le vlog numéro 11. Est-ce que vous pouvez suivre, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Bon, et bien voilà. 3 h du matin, fin de journée de travail. J'ai envie de vous dire, on ne change pas les bonnes habitudes ou les mauvaises. Allez savoir. Ce coup-ci, je vais vraiment dormir. Et je vous dis à toutes. Ciao. Hello mes girls. On est mardi 12. Mardi 12 juillet. Je vais à la boîte aux lettres avant de tourner des réels pour les concours à venir. J'essaye de prendre de l'avance, de tourner tous les jours ou 2 réels. Comme ça, petit à petit, j'avance pour les concours à venir. Voilà, je porte aujourd'hui
mon t-shirt Reader Things qui est disponible en plein de coloris sur musemus.love, mais qui ne le sait pas encore. Qui me suit et ne le sait pas encore. Voilà, donc je vais à la boîte aux lettres. Il fait un temps, il pleut, et en même temps, vous savez, il y a des nuages et il fait lourd, un temps tropical. Ici au Canada, souvent c'est ça. Enfin, en tout cas, au sud du Canada, on a un temps, on se croirait dans les tropiques, méga humides, lourd. Des fois, pendant plusieurs jours d'affilée, on a ça. Ça dure pas tout l'été, évidemment. Et pendant plusieurs jours d'affilée, on a ça. Donc voilà. Allez, je vais à la boîte aux lettres. J'attends mon colis aussi UPS. Là, ils m'ont envoyé un SMS ce matin pour me confirmer que c'était bien aujourd'hui qu'ils me livraient. Donc, je l'attends impatiemment. On fait le unboxing après ensemble. Et voilà. Vous allez rire de moi. DHL est passé. Le colis, c'était bien des livres, mais c'était pas pour moi. C'était pour mon fils. C'était les livres, les cahiers de vacances et ses premiers cadeaux d'anniversaire, des BD. Donc depuis hier, j'attends un colis impatiemment en me disant mais Hachette, c'est bizarre. Ben oui, c'était parce que Hachette, c'est eux qui font ça. Hachette. Il y avait 2 cahiers de vacances sur 3, le 3e qui n'est pas encore arrivé, et 2 BD. Les premiers cadeaux d'anniversaire de mon fils qu'on commence à acheter. Et donc en fait c'est un colis de la Fnac. Voilà, sur lequel je me suis tapé des frais de douane pour 2 trucs comme ça à 5 € chacun et 2 bandes dessinées de 22 ou 23 $. Donc moi là les frais de douane je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est genre je sais pas moi beaucoup trop cher par rapport à ce que j'ai reçu. Je comprends pas. Franchement, enfin bref. Donc du coup il n'y aura pas de unboxing pour aujourd'hui, mais profitons-en. Qu'il n'y ait pas d'unboxing, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de bouquins, parce que je vous avais dit que j'avais reçu des livres juste avant de lancer la chaîne YouTube, et que donc je vous les présenterai les jours où il n'y aurait pas de colis qui arrivent. Est-ce que c'est pas le jour parfait? Donc j'en ai pioché un peu dans ma bibliothèque, vous voyez, que je veux vous présenter. Il n'y a pas tout ça, hein. Enfin, bref, vous allez voir, il y a une pile, je voulais juste montrer parce que j'ai tourné les réels, 2 réels pour 2 concours à venir tout à l'heure, donc je vais vous montrer les prochains livres que vous allez gagner dans les 2 prochains concours, dont ce t-shirt là, Less Drama, More Good Stories, que j'ai enfilé du coup pour tourner le dernier réel. Je pose ce truc sur le trépied derrière moi et je vous reprends. Bien, me voilà donc installée. À ce près que je me suis tué le pied, je me suis arraché la peau du pied. À cause de cette chaise là, je me suis posé la chaise, le pied de la chaise en métal sur le pied. Charmant. Donc, les livres que vous allez pouvoir gagner avec ce t-shirt là, qui est pas le prochain concours. Alors, aujourd'hui on est le 12. Demain le 13 sort le concours avec Solar. Vous savez, le concours Astro avec le t-shirt Aquarius, le coffret de tarot, le coffret du pendule et 3 livres Astro et tout ça. Et ensuite, du coup, donc ça c'est demain. Enfin, le 13, je ne sais pas quand c'est que je posterai ça. Sûrement ce soir, le 12 au soir. En tout cas, le 13, on commence le concours avec, je viens de le dire, Solar. Le concours qui suit, ça sera avec Charleston. Vous allez pouvoir gagner ces 3-là. Et je crois que je ne vous les ai pas présentés. Du coup, je crois qu'ils sont arrivés avant, hein, avant la chaîne YouTube. Je crois que oui. Je voudrais pas vous représenter des livres, enfin, en double que je vous ai déjà présenté, mais je crois pas. Je crois que je vous les ai pas présentés. Donc si vous voulez, je vais vous en parler, on va lire les résumés. Mais vous allez pouvoir gagner du coup le Lucinda Riley que vous avez vu passer partout, les mystères de Fleet House, le souffle des rêves de Clarissa Barr qui est un beau baby, et là où les arbres rencontrent les étoiles. Chez Charleston, ils m'ont dit qu'ils voulaient inclure celui-là notamment parce qu'il a beaucoup plu aux personnes qui l'ont lu récemment, enfin qui l'ont lu. Donc du coup on l'inclut dans le concours. Donc ça sera avec le t-shirt Femme de lettres, que vous avez l'habitude de voir aussi parce que beaucoup d'éditeurs, enfin de maisons d'édition choisissent de faire gagner ce t-shirt dans les concours.
Et ensuite, du coup, celui-ci, Les Dramas More Good Stories, qui est une nouveauté et qui... Enfin, oui, une nouveauté d'il y a, je sais pas, moins de mois, je pense. Un mois? Bon, en tout cas, peu importe. C'est celui que vous allez pouvoir gagner avec les livres de Nisha. Nisha, etc. Donc, de la romance. Et même Nisha... alors, au départ, c'était romance érotique, Nisha. Moi, je les ai connus, j'habite encore en France. Donc, ça fait du coup 4-5 ans. Mais je sais pas s'ils sont toujours dans l'érotique... ou romance new adulte, ou alors est-ce que l'érotique c'était qu'une partie de ce qu'ils faisaient? Je me rappelle plus. En tout cas, c'est au moins new adulte. Je sais pas si après c'est new adulte plus en termes de scène, n'est-ce pas? Mais ça me semble quand même bien new adulte. Donc vous allez pouvoir gagner le tome 1 de L'accord qui s'appelle L'attachement, le tome 1. Vous allez pouvoir gagner Je t'attendrai de l'autre côté du lac. Ces livres-là de chez Nisha, je vous les ai déjà présentés dans un précédent vlog, donc s'il vous intéresse, allez checker ça. Ensuite, le tome 1 de Hunters of Hell, qui est Protège-moi, les bikers. Et ensuite, vous allez pouvoir gagner Action. Est-ce que c'est un tome 1? Non, je pense que c'est un one-shot. Donc du coup, on aurait un one-shot, un tome 1, un autre one-shot et un tome 1. Donc 2 tomes 1 de one-shot. Voilà, et les 3 de chez Charleston. Du coup, est-ce que je commence par ça? Non, avant de faire ça, je me les mets de côté. Je vais vous présenter du coup les livres de chez Charleston, on va les découvrir ensemble, ainsi que les livres de chez Marabout. Alors, je vous en ai déjà présenté 2 dans un précédent vlog. Je vous ai déjà fait un point lecture sur 2, donc on compte chez Charleston. Donc je vais juste vous montrer les couvertures et voilà, je vous laisserai vous référer. Je crois que c'est dans le vlog numéro 2 que je fais les points de lecture là-dessus, mais je vais vous les remontrer. Et ensuite, j'aimerais faire du coup un point de lecture sur ma précédente lecture. Donc je vous ai dit pas la lecture d'avant qui était le Ladies Football Club, dont je vous ai fait aussi le petit résumé, enfin mon point de lecture sur le vlog numéro 3, je crois. Ouais, vous allez voir sur la chaîne, je crois que c'est le 3. Mais dans la miniature, je le tiens à la main, donc vous allez le voir rapidement. C'est... Oh non, il est en bas. Ladies Football Club. Est-ce que je vous le montre? Bon, au pire, je vous mets la petite miniature là. En tout cas, c'est une fille avec une robe rouge qui joue au football. Et donc, je voudrais vous faire un point, un retour lecture sur ceci. Donc, La sirène, le marchand et la courtisane. Alors, en ce moment, je suis très sirène. Et justement, attendez, parce que je suis à peu près sûre de ne pas vous avoir fait un point lecture sur celui-là. Et pourtant, j'ai l'impression que ce que je suis en train de dire, je l'ai déjà dit. Parce que j'allais vous dire, je suis très sirène et notamment, j'ai donc, je vous ai dit que j'avais des idées de romans, même si je n'écrivais pas maintenant, je me force à ne pas écrire parce que voilà, je me concentre sur mon objectif entrepreneurial en premier. Enfin en premier, en ce moment. Qui me permettra d'écrire plus librement ensuite. Je vais baisser un peu ça. Mais je suis très sirène. Et donc notamment parce que j'ai eu une idée de roman qui inclut des sirènes ou en tout cas ce qu'on appelle la théorie du primate aquatique. Et donc la théorie du primate aquatique, c'est une théorie scientifique qui existe, hein, qui est très sérieuse et qui en fait amènerait à penser que l'humain... bon, on dit oui, l'humain descend des singes, machin, mais que de façon plus lointaine, l'humain en fait viendrait vraiment d'un mammifère de l'eau. Et en fait, ils basent leur théorie là-dessus pour dire que, par exemple, on a les larmes, nos larmes, quand on pleure, nos larmes coulent et elles sont salées. Et il n'y a que les animaux marins qui ne retiennent pas le sel dans leur corps parce qu'ils en ont à foison dans la mer. Et que la plupart des animaux terrestres, comme le sel c'est une denrée précieuse dans l'organisme, on le garde. D'autres exemples d'arguments qui sont avancés, c'est notamment que quand vous mais quand vous plongez un bébé dans l'eau, il retient automatiquement sa respiration. Vous avez tous vu ça, les bébés nageurs, etc. C'est assez impressionnant. Alors que vous faites pareil avec un chimpanzé, par exemple, et il se noie. Donc, voilà. Il y a des trucs qui nous disent que les doigts sont encore partiellement palmés. Il y a d'autres choses, des peuples. Alors, je ne sais plus le nom de ce peuple-là. Je ne sais plus. En tout cas, certains peuples qui chassent sous l'eau. C'est-à-dire qu'ils descendent... je crois qu'ils prennent
un rocher ou un truc, ouais, un rocher pour se lester au fond. Et en fait, ils marchent sur le fond de l'eau. Et ils attrapent même les poissons directement avec la bouche. Et en fait, ils ont développé, il n'y a que dans chez ce peuple ou dans cette tribu, je ne sais pas, qu'ils arrivent à faire ça. Mais en fait, ils arrivent à déformer leurs pupilles pour annuler les déformations de l'eau et y voir droit, clair en fait. Comme nous à travers l'air, eux ils arrivent à le faire à travers l'eau. Donc voilà, c'est des sortes de choses comme ça. Il y a aussi des trucs qui sont avancés comme quoi que le record d'apnée chez un homme c'est je sais plus combien, quelque chose comme 20 minutes. Et on dit que c'est en gros ce que fait un dauphin pour quand il plonge. Enfin voilà, donc il y a plein de théories à ce sujet et voilà, du coup, et en fait, du coup, elles amènent, après, quand elles sont un petit peu extrapolées, ou voilà, elles amènent au mythe de la sirène, et comme quoi, en fait, soit on descendrait de là, soit qu'il y aurait toujours une civilisation sous les mers qui vivrait, dont on n'aurait pas connaissance. Et vous savez, ça, c'est un peu comme les extraterrestres. Il y a plein de gens qui ont vu des phénomènes dans le ciel, ça devient de plus en plus... Enfin, même la NASA, c'est la NASA? Bref, la NASA et les services secrets américains, etc. ont commencé à déclassifier des images d'objets volants non identifiés en disant clairement, eh bien non, on ne sait pas ce que c'est. Alors que jusque-là, ils étaient toujours en mode non, ils étouffaient un peu les trucs en disant c'est des ballons météo, machin. Donc, il commence à y avoir des trucs... comme quoi, voilà, on ne serait pas seul dans l'univers et que les gouvernements commenceraient gentiment à, voilà. Et je crois qu'il y avait un président, alors je crois que c'est notre ami Trump, qui avait dit ça, qui avait dit un truc du style, vous voyez à chaque fois comme j'essaie on dirait un disque dur, je cherche dans ma mémoire, mais il avait dit un truc du style que si on révélait tout à l'humanité aujourd'hui, on aurait un mouvement de panique générale parce que l'humanité n'était pas prête à entendre ce que les gouvernements savaient déjà en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire que on a tous entendu ou connu quelqu'un qui a dit oh, j'ai vu quelque chose dans le ciel, machin, ou ça vous est peut-être arrivé à vous personnellement. Nous on a vu un truc une fois, mais on s'est dit, en fait on était à notre ancienne, on vivait à la campagne en France, et mon mari m'appelle, il me dit regarde dehors, et en fait les nuages étaient comme présents, c'était un peu nuageux, et on voyait comme un cercle de lumière, mais à travers comme filtré à travers les nuages. Donc c'était un peu blanc pâle, et c'était comme s'il y avait un cerceau et des lumières disposées tout autour, et ça tournait comme ça, sur place. Moi je suis allée me planquer dans la chambre en mode sors des fenêtres, j'ai eu peur que... Je me suis dit oh là, ces extraterrestres ils nous voient et tout. Et en fait on s'est dit non mais quand même, arrêtons de fabuler, il doit y avoir une boîte de nuit, machin. Mais je vivais en pleine campagne, enfin autour de moi il y avait des forêts et des champs. On n'entendait aucune musique, on n'avait pas... Souvent, quand il y a un festival itinérant ou quoi, vous entendez la musique, ça résonne, on est entre des collines, ça fait des cuvettes. Là, on n'entendait rien. Le lendemain, le phénomène est réapparu, le soir, vers minuit, et puis plus rien. Et on n'a jamais su ce que c'était. Et une autre fois, on en parlait avec les parents de mon mari quand on était ados à l'époque. On était en vacances du coup avec eux. Je vous ai dit qu'on partait à Cap-Breton tout le temps, donc on partait avec les parents de mon conjoint. On leur parlait de ça. Il y avait une émission qui passe à la télé sur les extraterrestres, machin, et eux ils me disaient mais non, c'est conneries et tout. Et quelques jours plus tard, nous on est partis une semaine avant eux, et quelques jours après, en fait, est passé à la télé aux infos. Là où on était, donc c'était à Osgore que ça a été vu, mais du coup du côté de Cap-Breton aussi, parce que c'est collé quoi, il y a juste un chenal au milieu. Et en fait, il y a eu des points lumineux, ça faisait un triangle, puis ça s'est aligné, puis ça a disparu. Et il y a plein de vidéos qui ont tourné, qui sont sorties, même les journaux de télévision en ont parlé, il me semble. Où c'est qu'on l'a vu? Non, c'était pas les journaux télévisés, c'était... je pense que c'était sur Facebook, des gens qui l'avaient filmé, qui l'avaient mis en ligne. Il y avait plusieurs personnes qui avaient filmé ça, de points de vue différents et tout. Et donc on leur avait dit, ah vous voyez et tout. Donc bon, c'est vrai que statistiquement, si on regarde un petit peu l'univers et ce qu'on commence à apprendre sur l'univers, il serait quand même fort étonnant qu'on soit les seuls. Et avec tout ce que les gens voient passer dans le ciel, tout le monde n'est pas complètement fou et a des hallucinations. Donc moi je dis, ma théorie c'est que on n'est clairement pas seul. Après, bon. Mais du coup, il y a aussi une théorie où on ne serait pas seul même sur Terre et que, bon vous savez, il y a toutes les théories sur, oui, le mégalodon, donc l'espèce de dinosaure requin gigantesque existe encore dans les profondeurs machin. Bon ça,
c'est un peu comme le monstre du Loch Ness à mon avis, tu vois, c'est un peu la fabulation. Mais par contre, autant que plein de gens ont vu des choses dans le ciel, vous trouverez énormément de témoignages de marins qui vous affirment avoir vu des sirènes quand ils étaient en mer, voire d'en avoir pêché. Donc voilà. Évidemment, il y a plein de vidéos canulars qui tournent partout. Il y en a d'autres qui sont un peu plus... on se dit, oh là, ça ressemble quand même bien à ça. Mais bon, en tout cas, il y a cette théorie qui existe. Et voilà, plein de marins vous diront, moi je vous assure, j'en ai déjà vu, machin, bon. Et donc, c'est de ça, du coup, l'idée de mon prochain roman. En fait, ça reprend un peu tout ça. Donc la théorie du primate aquatique, les sirènes, blablabla. Bla, 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 et grosso modo, le pitch du roman, ça serait qu'il y a... en gros, il s'est passé quelque chose de cataclysmique sur Terre, provoqué par l'homme. J'ai pas encore décidé quoi, mais bon, vous avez compris le truc. Genre, on a tellement déréglé le climat, ou un truc du style. Ou alors comme dans la série Les 100. Je sais plus qu'est-ce qu'ils avaient fait. Dans Les 100, ils sont partis dans l'espace parce que la Terre était plus viable. Parce que... ah oui, c'était un truc comme quoi... je sais plus. Il y avait un type qui a... ou un bug, ou je sais pas quoi, qui a déclenché toutes les bombes nucléaires en même temps, un truc comme ça, et en fait, toutes les bombes nucléaires de tous les pays sont parties bombarder tout, et ont lâché des gaz partout, et du coup, l'atmosphère n'était plus respirable. Bah, c'était un truc comme ça, je crois. Je crois, ou alors je mélange deux séries. Bon, enfin, vous voyez le topo. En gros, dans un de mes prochains romans, ça serait un truc du style, sauf qu'au lieu de partir dans l'espace, on va se réfugier sous la mer, genre cité de l'Atlantide, quoi, une sorte de dôme sous la mer, machin, parce que la surface n'est plus viable. Et là, encore plus profond que là où nous serons réfugiés, ou en tout cas le petit million d'humains qui a réussi à se réfugier là-dedans, les plus riches et les plus machins, et les ingénieurs et compagnie, eh bien, non contents d'affronter ça à la surface, eh bien, ils vont se rendre compte que plus profond dans les profondeurs remontent des créatures dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Je vous le donne en mille, des sirènes. Voilà. Et toute la théorie du primate aquatique que je viens de vous énoncer. Donc, du coup, en ce moment, je suis très branchée livre qui parle des sirènes. Et donc, quand j'ai vu ça chez 10-18, c'est la première chose que j'ai lue quand j'ai reçu... hop, petite notification. Quand j'ai reçu, voilà... j'ai reçu pas mal de 10-18 à ce moment-là, que je vous présenterai d'ailleurs aussi. Et du coup, c'est le premier que j'ai pioché parce que j'avais trop envie. J'ai adoré la lecture. Honnêtement, c'était super, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce que moi, donc voilà, en ce moment, je suis très friande livres, sirènes, machin. Et aussi, je vous ai dit que j'aimais bien tout ce qui se passait en Angleterre il y a entre 100 et 200 ans, vous voyez. Donc là, on est en plein dedans. Ça se passe en 1785. Donc ça se passe même il y a un peu plus de 200 ans, quoi, 250 ans, grosso merdo. Et c'était bien en Angleterre, hein. Est-ce que c'était en Angleterre? Je pense que oui. Ouais, le tout Londres se presse. Oui, oui, c'était en Angleterre. Je me disais, est-ce que c'est un autre pays britannique? Genre l'Écosse ou quoi, mais non, non, c'était en Angleterre. Donc, j'ai adoré, puisque ça réunissait voilà, sirène et ancien monde, entre guillemets. Mais par contre, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que, moi, je m'attendais, quand on me parle de sirène, je m'attendais vraiment à la sirène, quoi. Vous voyez, au sens vraiment pur du terme. Et en fait, finalement, la sirène, vous l'apercevez jamais vraiment. Elle est presque plus onirique. Oh, j'ai plus de batterie. Elle est presque plus onirique que vraiment une dame avec une queue de poisson. À la fois onirique et à la fois non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses physiques qui vont arriver, mais ça ne ressemble pas à la sirène auquel vous vous attendez. Ça ressemble à un autre type de sirène. Et en même temps, plus on avance et tout, plus on comprend que... Enfin, voilà. La fin, je me suis restée en mode... Ah, ok. Voilà. On est vraiment à cheval entre le mythe qu'on connaît et auquel les marins s'attendent et la réalité de la sirène. Je vous mets un peu le doute et le suspense, mais voilà. Donc, et finalement, dans ce roman, en fait, il parle plus de la relation entre le marchand et la courtisane et qu'est-ce que
l'histoire de la sirène va provoquer entre eux, voilà, ou dans la vie du marchand, plutôt que de la sirène même. Vous voyez, c'est pas qu'on s'intéresse pas à la sirène ou aux sirènes, mais c'est plus un prétexte un peu onirique, un peu presque imaginaire, et à la fois non, parce qu'on a des sortes de preuves tangibles, mais on bascule un peu entre les deux pour finalement en fait suivre l'histoire du marchand et de la courtisane, et on alterne entre les points de vue. Parfois on est sous le point de vue du marchand et parfois sous le point de vue de la courtisane, suivant les chapitres. Vous savez, il y a certains chapitres c'est l'un et certains chapitres c'est l'autre. Voilà, le marchand qui s'appelle Monsieur Hancock et la courtisane qui s'appelle... Comment elle s'appelait? Angelica Neal. Je me rends vraiment compte quand je fais des vidéos que je suis en mode, je fais une pause, je cherche dans ma mémoire en mode disque dur, vous savez, comme les vieux trucs, les vieux bruits de disque dur, et après, ah, pouf, c'est bon, ça revient. C'est fou, hein, la mémoire, comme c'est une curiosité, voilà. Donc, je vous recommande fortement cette lecture. J'ai passé un super moment. Je n'ai pas eu, dans cette lecture, le ventre mou, vous savez, dont je vous parle souvent, où j'arrive au milieu, j'ai du mal à avancer, machin. Franchement, je me suis régalée. Mais n'allez pas y chercher vraiment l'histoire d'une sirène et suivre une sirène et suivre voilà, son histoire, son monde, c'est pas du tout ça. On est vraiment ancré dans le monde des humains et voilà, on a un peu ce truc un peu à la fois onirique et à la fois un mythe de la sirène auquel les hommes se confrontent de par les faits, de par quelque chose qui les ramène de l'eau et qui ne va pas ressembler à ce à quoi ils s'attendaient. Voilà. Donc, très très bonne lecture. Je me suis régalée, même si c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était très très cool. Est-ce que c'est... Ouais, c'est le premier roman de l'autrice. Et Historia, donc c'est un magazine, Historia, un média. Un premier roman qui réconcilie précision historique et souffle romanesque. Parce que précision historique, parce que voilà, on va vraiment découvrir un peu l'ambiance et l'environnement des docks, vous savez, vraiment là où on amarre les bateaux, avec les hangars, les petites habitations des marins, etc. En 1785, à Londres, ou enfin en tout cas un peu excentré de Londres, quoi. Enfin pas à Londres, mais dans les alentours de Londres, côté haut. Et voilà, c'était très très cool. Très très cool. Et simplement pour vous, si c'est quelque chose qui vous tente, moi je vous montre mes deux prochaines lectures, enfin 2 lectures à venir, qui sont pas dans la même veine, mais un peu dans le même univers, bateau, Angleterre, 1700, 1800, 1900, par là. Je vous les montre juste pour voir si ça vous tente, pour vous montrer qu'ils existent. Et c'est tous des 10-18. Je lirai donc prochainement Blood and Sugar. Donc Londres 1781, donc là on est en 1785, donc même période. La canne à sucre a un prix, celui du sang. Voilà, et c'est l'auteur de, ça va vous parler, c'est l'autrice plutôt. Ah, je connais tout. La dame qui a écrit ça a aussi écrit ceci. C'est la même autrice, Laura Shepherd Robinson. Voilà, donc si vous avez aimé ça, vous aimerez peut-être ça. Et si vous aimez tout ce qui est, voilà, bateau, Angleterre, 1700, je pense que c'est Angleterre aussi ça. Hein. Ben, c'est les colonies britanniques, je pense. La canne à sucre, ah ben oui, Londres. La canne à sucre a un prix, celui du sang. Et donc, c'est l'Angleterre du 5, 6, 7, 8, 18e siècle, tiraillé entre esclavagistes et abolitionnistes. Voilà, donc ça, je le lirai. Est-ce que je vous le présente maintenant ou je vous le présente avec tout ce que j'ai reçu la dernière fois? Bon, je vous le présente maintenant. Juin 1781, un cadavre pendu se dessine au travers des brumes de la Tamise. Tad Archer, brillant avocat abolitionniste, a été torturé et porte les mutilations réservées aux esclaves rebelles. Son plus vieil ami, le capitaine Harry Corsham, se voit chargé par la sœur du défunt de trouver le coupable. Avant sa mort, Tad enquêtait sur un secret qui pouvait, selon lui, causer des dommages irréparables à l'industrie esclavagiste britannique. Mettant en péril sa carrière de parlementaire,
Harry Corsham reprend l'enquête pour comprendre les raisons de ce meurtre atroce. Il doit alors se confronter à la réalité brutale de la traite négrière. C'est sur le sanglant commerce du sucre que se font et se défont les fortunes. C'est sur lui que la ville et l'empire sont construits. Voilà, donc ça m'a l'air d'être une épopée fabuleuse, j'allais dire. Épopée fabuleuse, pas du tout, justement, enfin fabuleusement surannée, comment on dit, incroyable, mais dans le sens où pas croyable, justement, que ça ait pu se passer, ce genre de truc. Et en même temps, du coup, je suis très curieuse d'en apprendre plus à travers ce roman sur, justement, cette période de la traite, des traites négrières et de l'esclavagisme, etc. Non pas que ça me réjouisse, mais moi je suis très curieuse désormais de connaître ce qui s'est passé dans le passé, parce que avant je me disais mais ça sert à quoi l'histoire, c'est bon, c'est fini, machin, ça m'intéressait vraiment pas. Et en fait, c'est un peu le truc de connais-toi toi-même. Vous savez, quand vous savez ce qui s'est passé par le passé, eh ben, ça vous aide à ne jamais reproduire ça dans le futur. Donc je ne suis pas un gouvernement, je ne pourrais pas éviter toutes les atrocités de la Terre, mais d'être informé, ça permet déjà beaucoup de choses à son échelle. Voilà. Et le deuxième que je vous recommande, que moi j'ai sélectionné et que je veux lire, toujours chez 10-18, et celui-là je me l'étais acheté il y a un moment, donc c'est pas du tout que j'ai reçu dans un service presse ou autre, du coup c'est pas du tout pour ça que je vous en parle. Je l'ai acheté pas longtemps après qu'il soit sorti, je me l'étais commandé sur, je sais plus quoi, un site, bon bref, je me l'étais commandé en ligne. J'avais beaucoup aimé le résumé. Donc c'est Les naufragés de la discorde de Jock Serong. Donc on est dans la même ambiance. Et là c'est en 1797. Donc vous voyez, je reste... En fait, je me rends compte que vraiment naturellement, je pioche des romans dans ces périodes et dans ces ambiances. Et voilà. Et donc là, c'est sur une plage près de la colonie de Sydney, donc en Australie. Un bateau de pêche prend à son bord 3 naufragés hagards et gravement blessés. Ils ont marché des centaines de kilomètres dans un pays dont les coutumes et le peuple leur sont totalement inconnus. En chemin, ils ont perdu 14 membres de l'équipage et surtout, leurs 3 récits de la catastrophe divergent. Donc en gros, il y a le bateau qui a coulé et ils ont 3 histoires différentes et ils sont dans un état pitoyable. Que s'est-il passé, s'il vous plaît ? C'est au lieutenant Joshua Grayling que revient la tâche d'enquêter sur leur histoire. Il finit par comprendre que ces 14 morts ont été orchestrés par un seul et même esprit calculateur. Moi j'ai lu ça, je me suis dit « What ? Ils sont juste pas morts en mer ? C'est une blague !» Tandis que le périple des marins se révèle dans toute son horreur, il s'interroge. Et si l'impitoyable tueur représentait une menace pour sa propre famille ? Et là, tu sens que tous les trucs vont se mêler, que ça va... Bon, voilà. Donc, ça parle pas du tout de sirènes et de machin, mais ça parle de naufrage, de bateaux, d'enquête, d'un furieux qui, visiblement, est en train de se faire un petit plaisir meurtrier. Je suis très curieuse. Je ne l'ai toujours pas lu depuis que je l'ai acheté, mais ça me tente toujours autant. Et donc, je le lirai bientôt. Évidemment, on s'en reparle. Donc, voilà pour tout ce qui était bateau, Angleterre, fin des années 1700. Et ensuite, je vous présente rapidement, donc je rattrape mon retard sur les livres que j'avais reçus précédemment et que je ne vous avais pas présenté. Alors là j'ai pris celui-là mais j'en ai un autre. Bon. Donc j'avais reçu de la part des éditions Marabout 4 livres, 2 dont je vous ai déjà parlé donc dans mon vlog numéro 2 puisque je vous ai carrément fait un point lecture sur ces deux-là. Donc Les Cœurs Insolents de Ovidie et Audrey Lenné, et Il est où le patron, chronique paysanne de Maud Bénézit et Les paysannes en polaire, qui sont 5 jeunes femmes, enfin oui, 5 jeunes femmes qui ont coécrit ça avec une illustratrice, donc Maud Bénézit, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs sous le pseudo de BDZIT. Voilà, donc je vous en parle pas plus puisque je vous en ai déjà parlé, simplement pour vous montrer, ceux qui n'ont pas vu, que ce sont des romans graphiques. Et là, je vais en profiter. Merci à une des abonnées. Vous savez, je me questionne toujours sur c'est quoi la définition d'un roman graphique, pourquoi c'est pas une BD, pourquoi on appelle ça roman graphique. Et alors là, elle m'a donné une définition magistrale. Oh là là, je connais tout. Magistrale. Alors, que je la retrouve. Prenez un café parce que la fille, elle s'est pas organisée du tout. C'était où? Alors, c'était sur un commentaire, oui, ça c'est sûr. Sur laquelle c'était vidéo. Je suis donc sur ma propre chaîne YouTube en train de checker, de chercher. Attends,
Attends, ça va être rapidement trouvable de toute façon. C'est pas là, c'est pas là. Je vais vous avancer la vidéo, je crois. Je vais vous avancer la vidéo. C'est pas là. Je me rapproche du but. Hein. Soyez patiente, je vais trouver. C'est pas là. Il n'y a pas encore 50 000 vidéos, donc ça va. On va pouvoir le retrouver. Faudrait que je vous montre mon calendrier, mais grosso modo, le mois de juillet est c'est pas ça. Quasiment bouclé sur les concours. On a un concours tous les 2-3 jours pendant tout le mois de juillet. Et à chaque fois, c'est des concours avec des piles à lire. Hier, et j'ai pas encore filmé la fête du canapé. Bon, je le retrouve pas, mais je veux trop vous le lire. Donc j'avance cette vidéo. D'ailleurs, là, je porte la version non bio. Et je vois que le cœur, il est légèrement trop décalé là. Je vais faire la correction. Donc si vous achetez ce t-shirt après avoir vu cette vidéo. C'est où? Parce qu'elle raconte beaucoup de choses un petit peu, comment dire, sexistes, machistes, patriarcales encore plus visiblement que maintenant. Et que, voilà, les filles, pour autant qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux ou autres. Donc c'est assez discret, la petite phrase. Hop, je l'ai. Donc, cet abonné nous dit: le roman graphique présente souvent un nombre de pages plus important qu'une bande dessinée classique. Art Spiegelman aurait d'ailleurs déclaré: un roman graphique est une bande dessinée qui nécessite un marque-page. Et là, me met des petits points. Offre une histoire complète, entre guillemets, qui se termine souvent en un seul tome, même s'il existe de nombreuses exceptions. Aborde généralement des thèmes sérieux, entre parenthèses aussi, entre guillemets, et touchant plus souvent à l'intime ou au récit de vie. Ne présente pas une forme unique, couverture rigide, couverture souple, petit format, grand format, il existe presque autant de romans graphiques que de formes. Et prend souvent plus de liberté en matière de création graphique. Les auteurs s'affranchissent volontiers des cases et des bulles traditionnellement utilisées et juxtaposent l'image et le texte au gré de leurs envies. Donc ça répond parfaitement à ma question de c'est quoi un roman graphique? Parce que je me disais, mais là c'est quoi la différence entre roman graphique, BD? À chaque fois je vous le disais, mais bon, je sais pas quelle est la différence, mais bon. Donc maintenant on le sait, donc merci à cet abonné pour cet éclaircissement. Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Voilà, qui m'a beaucoup aidé à y voir plus clair. Et donc ensuite, on a reçu donc ces deux livres de chez Marabout, dont je vous fais le point de lecture, vlog numéro 2. Et ces deux-là, qui étaient aussi à gagner du coup dans un précédent concours. On a Je veux tout, le guide pratique pour réussir à tout concilier sans rien sacrifier, de Nathalie Rosborski. Et qui dit, en fait, voilà, qui va aller un petit peu donner des clés pour concilier vie professionnelle, vie personnelle, de façon voilà, à aller un petit peu, c'est dans le titre quoi, je veux tout, c'est-à-dire concilier sans rien sacrifier, c'est-à-dire je veux ça et je veux ça, bon tant pis, j'aurai pas ça, mais au moins je vais essayer d'avoir ça. Voilà, le but c'est d'avoir un guide comme ça. Je veux tout vous donne les clés de réaliser, vous donne les clés réalistes d'un quotidien optimisé et heureux. Il sera votre meilleur allié pour cesser d'attendre le vendredi comme le moment de la libération et arrêter de vivre le lundi comme la reprise du pire. Et ça, évidemment, ça me parle puisque, comme je vous l'ai dit, je ne supportais pas le salariat. C'est pour ça que je suis devenue entrepreneur à la base. Et maintenant, je vis complètement différemment le lundi. En fait, qu'on soit le lundi, le dimanche. Alors oui, je travaille énormément. Oui, tout ce qu'on veut. Mais j'ai la liberté de dire si le lundi, je veux aller au musée parce que il n'y a personne le lundi, ou il y a des réductions le lundi, j'y vais. Si voilà, je ne me mets pas de réveil le lundi, si je veux regarder une série de Netflix jusqu'à 3 h du matin parce que je me fais un kiff, on s'en fout. Voilà, et on a doublement, ça c'est arrivé avec le Covid, sans ça, même si j'y pensais avant, je ne sais pas si je me serais lancée, mais le Covid est arrivé, j'ai dû du coup retirer mon fils de l'école, donc parce que vous le savez ou pas, il a une malformation cardiaque rare et donc en gros les médecins savaient, comme c'est rare en l'occurrence, les médecins n'étaient pas fichus de nous dire, enfin si, souvent ils nous affirmaient mais non, il n'y a pas de risque. Ok, on va faire à l'instinct. Donc on n'avait pas de preuves concrètes que sa malformation à lui
qui s'appelle la maladie d'Epstein, eh bien, on n'avait pas de preuve qu'en fait le Covid ne puisse pas être une forme grave s'il l'attrapait. Donc on l'a sorti de l'école. Et du coup, ça nous a fait découvrir, étant donné que nous on travaille, donc son papa et moi, à la maison sur nos entreprises, et que maintenant mon fils aussi est avec nous, et ça veut dire que on ne respecte même plus, enfin, on n'a plus besoin de se soucier ne serait-ce que des vacances scolaires, des jours d'école pour sortir. Si demain on sort un coup de tête, on dit on va faire, je sais pas moi, une balade dans un parc ou quoi, et demain c'est, je sais pas moi, mardi, et on veut y aller à 14h, on y va. Et le fait que notre fils soit aussi à la maison, ça a encore plus élargi cette liberté qu'on avait nous déjà en tant qu'adultes, mais que du coup on donne aussi maintenant à notre fils, et que nous du coup on peut vivre aussi à travers notre fils parce qu'on ne se bride plus. Si on doit, je sais pas moi, rentrer en France, voir notre famille, et que les billets d'avion ils sont moins chers le jeudi à 8h, et que c'est hors vacances scolaires, on y va. On peut faire l'école là-bas, ou alors on lui avance ses vacances de 2 semaines et puis on lui reprend l'école 2 semaines plus tôt. Enfin, on fait ce qu'on veut, quoi. En fait, ça change pas grand-chose. L'essentiel, c'est que lui, il ait fait son programme, voilà, de l'année. Mais voilà. Donc, évidemment, ce genre de livre, ça me parle beaucoup, même si moi, j'ai déjà réalisé... Alors, je suppose que j'y trouverai quand même des conseils qui vont me parler, hein, puisque je ne prétends pas avoir voilà, tout... que tout soit parfait. Mais en tout cas, j'ai adapté ma vie en fonction de ma vie. Et donc du coup j'ai adapté mon travail en fonction de ma vie, j'ai travaillé en ce sens-là parce que je ne supportais plus de faire le contraire et que j'angoissais fortement de me dire mais je peux pas faire ça toute ma vie, je peux pas aller travailler pour un truc, encore je dis pas si j'avais une passion, je sais pas moi, je suis passionnée de l'océan et je trouve je me forme pour faire des recherches, pour étudier les animaux marins, machin. Et là, je me dis, vous devez vous épanouir à fond dans votre job et tout. Et vous pouvez pas faire ça en tant qu'entrepreneur. Enfin, c'est pas... voilà. Il vous faut être dans une structure, avec des moyens, avec... Évidemment. Mais moi, qui n'avais pas de passion, qui avait attrait à un métier... en fait, j'aurais été condamnée, entre guillemets, à faire des petits jobs toute ma vie parce qu'aucune branche d'études ne me correspondait puisque, comme je vous disais, j'avais pas de passion liée à un métier, si ce n'est le livre, et encore, même à l'époque, j'avais même pas la passion du livre. Et je me verrais quand même pas travailler dans le monde du livre parce que, voilà, j'aime le livre pour lire, quoi. J'aime pas le livre spécialement pour aller travailler dans cette branche. Enfin, c'est pas ce qui me motivait. Et donc, n'ayant pas ce genre de passion liée à une profession, j'aurais été... je sais pas, j'aurais fait des petits boulots non qualifiés toute ma vie, à gagner un SMIC, et je me voyais pas faire ça. Je me disais, c'est pas possible. Et même quand je vois mes parents, enfin ma maman, qui pourtant a un peu d'études, qui... je le vois, là, elle arrive à quelques années de la retraite, et voilà, il lui tarde de passer à autre chose. Je me dis non, je me sentais absolument pas capable de ça, pas alignée du tout. Voilà, donc si c'est votre cas aussi, mais que vous ne savez pas peut-être par où commencer, que vous en êtes vraiment au début du processus, peut-être que ça peut vous aider. Je ne l'ai pas encore lu, mais je me dis, si ça peut vous aider, alors sachez qu'il existe. Voilà, ce genre de, ce recueil, ce guide-là, ou ce genre de guide-là, en tout cas, au moins celui-là existe. Donc, voilà, je veux tout chez Marabout. Et ensuite, j'ai reçu, donc c'était toujours dans le cadre du concours, un ouvrage superbe. Alors, c'est par les créatrices du podcast Quoi de Meuf. Sûrement que certaines d'entre vous doivent le connaître. Et donc, c'est 100 œuvres. D'ailleurs, j'ai dit 100 œuvres, on m'a corrigé la dernière fois, c'est 100 œuvres. Il y a un T à 100. 100 œuvres. Je faisais un mauvais accord, mauvaise liaison. 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe. Donc, chez Marabout. Et donc, c'est par les animatrices du podcast Quoi de Meuf, qui sont Clémentine Gallo, Emmeline Amétis, Quattar Archie, Anne-Laure Pinault et Pauline Verdusier. Et en fait, vous avez du coup 100 œuvres qui vont être prises. Chaque page est une œuvre. Et en fait, on vous dit... Est-ce que je peux en trouver une qui va être parlante? Voilà, déjà, il y a des catégories. Là, par exemple, on est dans le cinéma. Alors, est-ce qu'on a un sommaire? Donc, on a les catégories art, cinéma, littérature, série. Et voilà. Donc, c'est des œuvres dans ça. Et par exemple, si je prends série, Buffy contre les vampires,
Game of Thrones. Alors par exemple, Game of Thrones, page 198. On va aller voir ça. Et en fait, voilà, c'est que des œuvres qui sont, comme elles disent, reprises sous le prisme du féminisme. Donc, Game of Thrones de David, l'hiver arrive, 2011-2019. Donc là, je pense qu'on est dans la catégorie série. Oui, vous avez des petits en bas des pages là. Là, par exemple, vous êtes dans littérature. Là, vous êtes dans série. Et donc, on nous en parle, voilà, sous le prisme du féminisme. Comment vous faire comprendre ça autrement? Non. Jon Snow ne sait rien. En tout cas, c'est comme... Comment expliquer ça? C'est comme des œuvres, pas réinventées, mais analysées. Voilà. Analysées sous le prisme du féminisme. Je pense qu'on ne peut pas dire ça mieux. Hein. Parce qu'on nous dit quel est le point commun entre Wonder Woman, Fifi Brin d'Acier, j'adore Fifi Brin d'Acier, Les Demoiselles de Rochefort, Game of Thrones, comme on dit en Frenchy, King Kong Theory et Titanic. À première vue, pas grand-chose, et pourtant, tous apportent une réponse à l'épineuse question: qu'est-ce qu'une œuvre féministe? Voici 100 œuvres cultes, films, séries, romans, essais, peintures, photographies, qui mettent en lumière des personnages et des artistes ayant contribué à changer l'image et la place des femmes dans notre société. Des grands classiques aux plus confidentiels, c'est l'occasion de redécouvrir les créations marquantes, éclairant notre héritage culturel sur les questions féministes, les discriminations subies par les femmes et les personnes minorisées, et de mesurer les combats qu'il reste à mener. Ok. Donc, moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est tout illustré, tout en couleur, que c'est une page par œuvre. Je trouve que ça rend le truc très digeste, en fait. Et je me dis, c'est peut-être pas le truc que vous allez lire d'un trait, quoique. Voilà, c'est pas forcément le livre de chevet. À part si vous vous dites, je le mets sur ma table de nuit et pendant 100 jours, eh ben, tous les jours, je lis une double page. Puisqu'à chaque fois, c'est une double page. Et donc, à la fin de vos 100 jours, ou de 3 mois, comment ça fait, 3 mois et demi 3 mois, un peu moins, 3 mois et 10 jours, quoi. Eh bien, vous en avez appris beaucoup. Voilà, tout simplement. Moi, enfin, personnellement, c'est pas le genre de livre que je lirais d'un coup, parce que ça me semblerait indigeste. Mais je me dis ça, piocher, regardez sur ma table de nuit, justement. Ah, au final, c'est le contraire de ce que j'ai dit. Si, c'est un livre de chevet, mais à piocher, voilà. Moi, c'est comme ça que je le lirais, je pense. Une double page, une œuvre, tous les jours, tous les soirs, avant de dormir. Voilà. Et bon, je vais pas vous montrer toute la collection, du coup, 10-18 que j'ai reçue précédemment, parce que là, ça fait déjà 40 minutes, plus les petits bouts avant. Bref. Par contre, je peux vous montrer une dernière petite chose. Où c'est que je l'ai mis? Oh là là. Alors là, attendez. Attendez. On déménage. Petit à petit, je vous montrerai tous les livres de la bibliothèque. Hein. Je me dis. Hop. Il y avait ça, oui. Et donc, je vous présente, comme il n'y en a que 2, et qu'il n'y a pas vraiment de résumé à lire, ça va aller vite. Et du coup, hop, je vous aurais présenté 2 réceptions de plus. Alors, on change vraiment de registre. Désolée, parce que je vais tomber dans la bibliothèque et me prendre les vitres sur la tête. Est-ce que je suis bon? Je vais vous parler de ça. Enfin, vous montrer ça et cette merveille. Que j'ai reçu de la part des éditions, enfin, Alliance Magique, et ça, c'est leur label, édition Danae, mais ça appartient au même, voilà. Est-ce que je peux... Et voilà, et donc c'est des éditions, bah, vous l'avez compris, Alliance Magique, machin, qui font tout ce qui va être magie, grimoire, tout ça, tout ça. Et donc, grimoire de magie forestière, regardez-moi la tuerie, trop beau. Et dedans, s'il vous plaît, c'est pas le kiff? Donc on va voir tout ce qui va être évidemment les champignons. Je vais rapprocher. Hein, si vous avez des personnes dans votre famille ou vous-même fans de champignons, c'est clairement le livre à offrir. Là on a par exemple, oulala, Hippolome en touffe.
Et donc, on a quoi? Vie de champignon. On a bien sûr à chaque fois le dessin. Le fond est trop beau, avec des illustrations. Voilà. Qu'en dites-vous? Entrez dans le monde fascinant des sorcières des campagnes. C'est trop cool. Aussi unique que puissant, le grimoire que vous tenez entre vos mains est un traité de magie forestière. Né de l'illustre sorcière The Herb Witch, Lyra Seoltoar, ce précieux outil de transmission recèle de nombreux sortilèges et rituels ancestraux. La transmission étant l'essence même d'un ouvrage, Lyra vous amène au cœur de sa pratique sorcière et délivre ici un savoir aussi passionnant qu'inconnu du commun des mortels. Oubliez ce que vous croyez connaître des grimoires actuels, ceci est un véritable outil de sorcière et sorciers avertis. Donc Lyra, elle est là. Il est lourd le livre. Et donc, à propos d'elle, on nous dit sorcière authentique avec plus de 20 ans de pratique. Elle a l'air tellement jeune pourtant. Lyra Seoltoar arpente les forêts à la rencontre des champignons, des arbres et des herbes dont la magie tisse un voile de mystère sur le monde. Elle mêle dans son chaudron la magie traditionnelle des campagnes et la modernité. Voilà, moi je trouve que c'est un superbe ouvrage à offrir ou à s'offrir, clairement. Et j'ai même là sur la table le magazine où il y a toutes leurs parutions et tout. Et je pense que je vais jeter un coup d'œil, que je vois là, ça me fait penser parce que je vois là, Alliance Magique, le mag. Et quand je les ai reçus, ils m'ont donné le magazine aussi, il y a les parutions dedans. Ah oui, à la fin, il y a, j'avais pas vu ça. Bon, vie de champignon, sortilège, descente aux enfers, séance de sa main. Carrément des sortilèges. Puis là, on me dit, avec 1000 précautions, les mains protégées par des gants, cueillez une amanite phalloïde que vous placez dans un sachet hermétique destiné à ne contenir qu'elle pour la ramener à la maison. Faites une libation de vin rouge, d'absinthe ou d'hydromel à l'esprit du champignon pour le remercier de son sacrifice. Alors, on est vraiment dans les rituels. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Donc, un bel ouvrage à offrir ou à s'offrir, si ça vous tente. Et j'ai reçu en deuxième. Et en troisième, c'était un carnet. Superbe carnet que j'ai reçu. Mais sinon, l'autre livre, c'était Élixir botanique. De la magie dans vos boissons. Depuis des temps immémoriaux, le chaudron bouillonnant de breuvages magiques de la sorcière fascine. Cet ouvrage vous propose de lever le voile sur ces mystérieuses boissons de manière fraîche et amusante. Ainsi, Élixir botanique décrit les utilisations magiques de nombreux ingrédients de boissons traditionnelles et populaires transmises de génération en génération. Au fil des pages, vous découvrirez que ce sont les potions, à quoi elles servent, mais surtout comment créer vos propres élixirs en fonction de vos objectifs magiques ou des propriétés de chaque ingrédient. Cocktails, sirops, infusions, vermouth, kombucha et autres thés magiques, découvrez pléthore d'idées et de recettes simples pour de délicieux breuvages puissants pour votre prochain rituel, suffisamment délicieux pour être partagé avec vos amis et votre famille. Santé. Et il a... C'est quoi ça? J'ai toujours des trucs qui tombent de mes livres, on est d'accord? Recettes magiques et botaniques. Élixir... Ah, ok. Le sort du mimosa merveilleux. Et donc dedans, ça se présente comme ceci, comme cela. Ben, comme un peu un livre de recettes, comme un guide. Si on pioche une au hasard, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Attendez. Le Tina Collins, le jus du bonheur. Donc à chaque fois on vous dit, bon, on fait une petite description, on vous dit les outils, les ingrédients. Dans tout cet encadré, donc vous avez voilà, la liste des ingrédients, la recette, quoi, comment vous devez le verser. Et après, ça alterne. Sur la page d'après, par exemple, j'ai la cerise. Ah, et ça vous donne des indications. Ça alterne avec des correspondances magiques, éléments l'eau, jour le vendredi, usage magique, l'attraction, l'équilibre, la paix, la victoire, planète Vénus, signe astrologique le taureau, cristal suggéré le jaspe Vénus, divinité esprit, Astarté.
Connaissance et usage de la plante, usage pratique. Est-ce qu'on a une sorte de petit... une sorte de petit... Bon, vous avez une introduction au début comme ça, de plusieurs pages violettes. Est-ce qu'on a... Ah voilà, sommaire. Et là, on a en grand 1, comment se crée la magie. 2, les outils dédiés à l'art des élixirs. 3, apprenez à connaître vos alliés. 4, les élixirs botaniques dans la cuisine. 5, encore plus de plaisir en cuisine. 6, les élixirs botaniques au bar. 7, les fruits pleins d'énergie. 8, les filtres d'amour, la magie du thé et du miel. 9, mélanger les verres et les amis. 10, mélanger les verres et les amis, c'est quoi ça? Comment créer la boisson signature parfaite? Créer des cocktails saisonniers pour les rituels de groupe, les fêtes et plus encore. 10, que faire de vos restes de potions? 11, conseil d'une sorcière prudente. Ah ouais. Une mise en garde ou des centaines, la loi de la contagion, mais c'est du poison, naturel ne veut pas dire sans danger. Oui, attention à ça. Ensuite, on a les remerciements, l'introduction. Et voilà, et le livre commence quoi. Comment méditer, comment... Et on passe à la partie 1, comment la magie se crée, et tout ce que je vous ai cité. Voilà. Donc, si ce genre de petit livre vous tente, à nouveau, je trouve que c'est le livre parfait à offrir. Voilà, si vous avez quelqu'un qui soit est un peu un apprenti sorcier, soit aime bien, vous savez, faire des boissons un peu originales ou autres, ou un fan de thé, ou un fan de... Voilà. Pourquoi pas à offrir. Voilà, on va s'arrêter là pour la partie bibliothèque livre. Et je vais m'atteler à faire la nouveauté du jour parce qu'il est 5h27 déjà. J'ai fait déjà les montages des 2 réels précédents. Donc je vais les envoyer pour validation en maison d'édition. Et après, vous savez, comme d'habitude, quoi. En fait, en ce moment, je fais toujours la même chose. Donc du coup, la nouveauté, répondre aux mails des éditeurs. C'est à peu près ça. Voilà. Sachant que hier, je n'ai sorti qu'une nouveauté. Parce que je n'avais pas plus d'inspiration que ça. Donc quand ça vient pas, ça vient pas. Faut pas forcer. J'en ai sorti une, c'est déjà bien. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme nouveauté. Mais vous allez le voir dans quelques instants. Puisque je vais vous montrer ça. Et c'est comme ça que se clôturera ce nouveau vlog. Wally walou. Et comme la bibliothèque va bientôt être un peu vidée parce que ça va partir dans le meuble télé comme je vous l'ai dit précédemment parce que elle est pleine. Avant qu'elle soit un peu vidée, je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer rapidement ce qu'elle contient. Ça va peut-être vous inspirer. En haut, j'ai tous mes hardcovers. Les VO ici, l'anglais. Et les VF de ce côté. Bon, je peux pas ouvrir en bas parce que j'ai remis ça. Je fais un petit tour. Mon précieux. Je dis même pas mon précieux là qui est mon propre livre. C'est genre mon précieux. Voilà. Là, il y a un trou parce que, évidemment, je suis en train de lire le tome 1. Regardez comme il est cool celui-là. Dans les pas de Jane Austen. Mais c'est pareil, vous voyez, j'ai plein de trucs encore à vous présenter. Et dedans, c'est tout illustré. C'est trop beau. J'adore ce livre. Donc, je vous le montrerai. Mais on a en fait, la bibliothèque n'est pas du tout rangée. Du coup, c'est tout mélangé. Là, il y a tout ce qui va être Anne de Green Gables à côté de Jane Austen, à côté d'un livre de développement personnel, à côté de ça. Bon, là, on a tous les Jules Verne. Là, tous les 10-18. Et là, mon début de collection d'Agatha Christie, dans la collection du masque. En bas, on a Bridgerton. On a encore des 10-18 qui ont été mis là par couleur. On a encore plein de 10-18 là. On a les 2 Agatha Christie, Sous la glace et sous le soleil. Là, on passe sur une étagère un peu beau livre. Donc, on a The Art of the Lord of the Rings, donc l'art du Seigneur des Anneaux. On a des éditions collector du Sorceleur de chez Brajlon. On a des éditions aussi collector là de Shadow and Bones et voilà, bon, de Lise Bardugo quoi. Là on a ma collection Mina Luna qui est presque complète parce que je crois qu'il me manque que
Enfin, en termes de cela, hein, de contes. Il me manque que le livre de la jeune qui est sorti récemment et que du coup, je me suis pas encore pris. Et là, j'ai que le tome 1 d'Harry Potter, en anglais. Et du coup, il me manque le 2. Là, j'ai une collection Mary Poppins en anglais aussi, qui est une intégrale des 4 livres de Mary Poppins. Donc Mary Poppins Comes Back, Mary Poppins Opens the Door and Mary Poppins in the Park. Et ensuite là, j'ai une aussi belle édition du Petit Prince que je me suis pris chez Québec Loisirs, qui est une version bon, illustrée évidemment. Je tombe pas sur une page illustrée, enfin bref, vous connaissez. Là ensuite, là c'est rien, c'est classé par éditeur pour l'instant, mais c'est surtout pour que quand je fais des concours, j'oublie pas un livre en l'ayant mis ailleurs. Mais là il y avait Nisha que je vais remettre. Puis voilà, on a donc là ça va être plutôt littérature contemporaine. J.C. Lattès, Fayard, l'Archipel, tout ça. On a ces deux qui me tardent de lire. Les Murder Club là. Ensuite on a un peu de Solar. C'est vraiment pas rangé du tout quoi. Ensuite là en bas, bon là on a que des livres sur dessiné, sur le dessin numérique parce que j'adore ça. Je vous montrerai aussi à l'occasion ce que j'ai déjà fait. Là on a les grands livres qui rentrent pas autrement, donc tout ce qui va être vous les connaissez sûrement, La vie secrète des arbres, etc. Puis on a des livres Pixar, Klaus, j'aime bien les livres The Art of, donc vous voyez comment les coulisses des dessins animés Pixar et tout ça. Je m'en prendrai aussi petit à petit pour me compléter la collection. Là, j'ai tous les romans graphiques, du coup. Puis, à nouveau, des livres que j'ai reçus pour des concours ou quoi, qui ne sont pas du tout classés. Là, j'ai 2 gros livres collector de chez Omnibus. Et c'est quoi? Je sais même plus. Sherlock... Attends, c'est quoi? Mais quelle galère. Sherlock Holmes. Et là... Arsène Lupin. Là, j'ai plein de magazines à lire. Et puis à nouveau, les livres des éditeurs, les escales, enfin pas classés quoi. Je sais pas, enfin c'est classé par éditeur comme je disais pour les laisser en groupe quoi. Voilà, et du coup voilà, XO, tout ça. Les merveilles, les nouveautés que j'ai découvert récemment, vous l'avez vu, j'ai adoré ce colis de chez 404 et de chez Slalom. Puis Nathan, puis du Belfond, là il y a un trou, il y avait quoi? Ah il y avait les Charleston, mais vous voyez c'est vraiment pas classé. Et donc du coup en haut des hardcover principalement. Et voilà. Je vous retrouve, je ne peux pas le croire. Il est presque 1h du matin. Je n'ai pas avancé. Je n'ai pas répondu donc au mail que j'ai besoin de répondre. Je n'ai pas posté le concours de demain. Et je n'ai pas fait les nouveautés. Et si vous saviez pourquoi, mais même moi j'ai du mal à le croire. Vous savez tout à l'heure, je vous ai parlé d'une idée de roman que j'avais. Et je vous ai dit que depuis longtemps, depuis des mois maintenant, même des années, je me retiens d'écrire parce que je dois me concentrer sur mes entreprises, en l'occurrence mes 2 entreprises. Et là en fait de vous en parler tout à l'heure et de vous faire le pitch d'un des romans dont j'ai l'idée depuis longtemps et pour lequel je prends des notes, etc. Et ben du coup, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai commencé juste parce que, sans me dire que j'allais le continuer ou que j'allais le continuer maintenant, mais juste, comme j'en ai parlé, hop, j'ai eu l'idée des premières lignes et comment il allait commencer et machin, et je me suis dit, là si je les note pas maintenant, je vais l'oublier. Mais si je les note juste en termes de lignes, comme je prends juste des notes, ça va pas résonner. Vous savez, quand vous avez un peu le flow qui arrive, il faut le laisser sortir parce que c'est, voilà, il faut que ça sorte, quoi. Vous pouvez pas juste prendre des notes en disant j'écrirai ça plus tard, parce que vous l'écrirez jamais de la même façon que là le flow est en train d'arriver vers vous.
Et du coup, je l'ai écrit. Du coup, j'ai écrit 2200 mots du prochain roman, enfin oui, d'un de mes prochains romans. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que jusque-là, j'avais tenu pour ne pas le faire. Et là, je vous dis, le fait d'être confrontée à... le fait de vous parler sur YouTube et tout, je le garde pas juste pour moi, du coup, je l'exprime à quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est difficile, quoi, de ne pas... Enfin, de me dire, oh là là, du coup, j'ai ce flow qui est arrivé et je le laisse mourir, je le note pas parce que c'est pas le moment. Mais du coup, après, plus tard, je regretterai... souvent, c'est ça, après, plus tard, on regrette souvent de se dire, oh là là, mais c'est quoi? Comment je voulais le commencer, le roman? Mince, j'ai oublié, mince, je suis plus dans le truc. Et voilà. Donc bon, du coup, je vais encore travailler toute la nuit parce que j'ai pris du retard à cause de ça. Et là, je me dis, est-ce que vous voulez que je vous le lise? Les 2200 mots que j'ai fait. Est-ce que je vous le lis? Bon, surtout que ça n'a peut-être rien de définitif parce que ça peut être retravaillé, mais généralement, moi, après, quand j'écris comme ça, là, j'ai fait un premier jet, après, je l'ai relu juste 2 fois pour, au début, réécrire les mots qui étaient écrits à l'arrache, parce que quand j'ai le flow comme ça, j'écris vite, parce que ça doit sortir. Et du coup, des fois, il y a des mots qui sont complètement mâchés, ou des phrases qui veulent rien dire, ou machin. Du coup, je réécris juste la phrase comme je la pensais, mais une fois qu'elle est écrite, même si elle est écrite à l'arrache, mon cerveau se rappelle de comment je voulais la tourner. Et ensuite, je le relis une deuxième fois pour corriger les dernières fautes d'orthographe que je vois, même s'il y a toujours ma correctrice Karine qui repasse toujours derrière moi sur mes romans, évidemment. Mais voilà, moi je fais ma version propre et souvent elle bouge pas, souvent elle reste comme ça. C'est comme un premier jet qui est pas vraiment un premier jet parce que c'est pas la première fois que je l'écris, je repasse juste un peu dessus. Mais c'est tout. Souvent mes romans, moi je suis du style, je ne sais pas suivre un plan, j'ai essayé plein de fois. C'est pas pour moi, c'est pas possible, ça me bride, je sais pas quoi dire, c'est horrible. Alors que quand j'écris petit à petit parce que j'ai une idée et hop, je déroule mon roman, c'est tellement mieux. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous le lis. Je vais tourner la caméra vers l'ordi pour que vous puissiez lire en même temps. Et là, 2 options. Soit vous fermez 3. Soit vous skippez le passage parce que vous vous en foutez du début de l'écriture, enfin vous vous en foutez de l'écriture, etc. de ce sujet et vous passez à la suite de la vidéo pour voir les nouveautés, ou vous quittez la vidéo parce que là, après ça, je vous montrerai que les nouveautés et le vlog sera fini. Donc si ça vous intéresse de voir uniquement les nouveautés, avancez. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez fermer le vlog, on est arrivé à la fin. Et pour celles qui ont envie d'écouter les 2200 premiers mots, en fait c'est le premier chapitre qui est en fait un chapitre qui est une sorte de prologue en fait du roman. Eh bien 2 options, soit fermez les yeux et écoutez juste moi qui vous le lis comme un livre audio si vous aimez bien les livres audio, soit pour celles qui n'aiment pas ça, se faire raconter une histoire, je vais tourner mon téléphone vers l'écran pour qu'en même temps que je lise et que je parle, vous puissiez suivre le texte des yeux comme si vous lisiez un livre. Et voilà, il y a certaines personnes qui vont préférer ça. Donc je vais tenir mon téléphone à la main, donc ça risque de trembloter un peu. Je suis désolée, je vais essayer d'être le plus stable possible. Mais du coup, je vous le montre, puisque vous avez eu le topo tout à l'heure. Voilà, vous savez du coup de quel roman je parle. Je vous lis le prologue, enfin, ou ce sera un prologue, un chapitre 1 ou un truc comme ça. Allez, je fais ça. Journal de bord, 265e jour. Aujourd'hui, maman aurait dû fêter ses 60 ans. Je la revois chaque nuit dans mes rêves. Je la revois sur le seuil de la maison, papy et mamie agrippés de part et d'autre de son corps amaigri, secoué de tremblements. Papy avait le regard vide, comme s'il était déjà loin, et mamie n'avait de cesse de caresser le bras de maman, dans un va-et-vient incessant, lui transmettant le peu de réconfort que son petit corps rabougri lui permettait encore. Le visage ruisselant de larmes et le sourire d'encouragement de maman, entre espoir et tristesse infinie, étaient tournés vers moi. Papa ne pouvait plus la regarder. De dos, il me tirait vainement par le bras en direction du véhicule bardé de camouflage qui attendait, stationné à quelques mètres sur la chaussée. Savoir que nous ne les reverrions jamais m'était insupportable. Soudain, papa ne put plus retenir ni ses larmes ni les spasmes qui contractaient chaque organe de son corps. Pour ne pas s'écrouler, il n'eut d'autre choix que de lâcher brusquement mon corps qui luttait pour rester là quelques secondes encore. Je le vis alors se précipiter, en grandes enjambées à l'intérieur du véhicule, affrété par l'armée pour nous amener, lui et moi,
en direction de l'océan. Maman, quant à elle, resterait là, aux côtés de ses propres parents, eux-mêmes en état de choc. Depuis l'annonce, ils ne parlaient plus beaucoup, tous les deux. Mamie sortit un carré de tissu de sa poche et essuya le visage liquide de ma mère. Au loin, j'entendis mon père rendre à la nature un repas qu'il n'avait pas pu avaler. Lorsque mes parents avaient cassé leur tirelire pour que je devienne ingénieur, je m'étais dit qu'ils étaient en train de sacrifier leur propre avenir pour me permettre d'en avoir un. À cette époque, je ne pouvais pas imaginer à quel point cela s'avérerait vrai. Aujourd'hui, je quittais ma mère et mes grands-parents pour toujours. Et alors que dans une vie qui me paraissait déjà un lointain souvenir, je leur aurais dit au revoir le temps des vacances d'été, en ce funèbre jour de juillet, je savais que c'était la dernière fois que je les voyais. Mais je sais désormais que ce jour-là, la détresse de les quitter n'était pas ce qui m'avait fait tomber à genoux dans l'allée gravillonneuse de cette maison remplie de souvenirs heureux. Aujourd'hui, je savais que le pire était de ne pas savoir si maman avait prévu quelque chose pour mettre fin à leur jour. Papa n'avait rien voulu me dire pour me protéger. Pourtant, quoi qu'il arrive, dans 2 jours, la maison familiale serait sous les eaux. Là-dessus, l'ingénieur au fond de mon crâne n'avait aucun doute. Il suffisait de croiser la détresse de la montée fulgurante des océans avec l'altitude à laquelle était construite la maison pour arriver à l'évidence que mon esprit ne parvenait pas encore à intégrer. Parce que le pire, c'était bien ça. Dans moins de 48 heures, la femme qui m'avait donné la vie mourrait noyée, agrippée au bras de mes grands-parents, avalant une ultime goulée d'air jusqu'à étouffer. Papy et mamie, dans des bribes de conversation devenues rares, avaient dit que ce n'était pas grave pour eux, qu'ils avaient bien vécu, mais que pour leur fille chérie, c'était injuste. Pourtant, lorsque je me retournai enfin pour tenter de mettre un pied devant l'autre en direction de ma nouvelle vie, celle que je vomissais, mes genoux flanchèrent et je m'écroulai dans l'allée de la maison familiale. Ma tête tourna brutalement, mes idées devinrent confuses. Les larmes se déversaient à grands flots hors de mes paupières closes. Je n'arrivais plus à respirer. L'angoisse me saisit si vigoureusement à la gorge que je crus que mes tissus gonflaient comme des ballons de baudruche, ne laissant qu'un mince filet d'air parvenir jusqu'à mes poumons. Le monde tournait tout autour de moi. J'essayai de gonfler mes poumons dans un réflexe de survie, mais ce ne fut que lorsque je sentis le poids de ma mère s'abattre sur moi que je parvins à revenir à la réalité. Cette réalité immonde qui avait rendu les humains fous. Je me rappelai soudain le jour où l'information avait filtré. Les chaînes de télévision du monde entier s'étaient empressées de la relayer. Les journalistes eux-mêmes paniquaient, rien qu'en l'évoquant, car ils venaient de comprendre qu'eux aussi étaient condamnés. Au début, les gouvernements des pays les plus riches de la planète Terre avaient nié en bloc pour gagner quelques heures, en vain. L'évidence avait éclaté aux yeux des populations du monde entier. Les hélicoptères filmaient le désastre du ciel et retransmettaient les images en direct sur les réseaux sociaux. Soudain, chacun comprit, trop tard, l'ampleur du phénomène. Les glaciers de la planète ne gèleraient plus jamais. Le réchauffement climatique avait atteint un point de non-retour et le niveau des océans avait commencé à s'élever toujours plus vite, sans que rien ne puisse retenir ces montagnes de glace à la dérive qui fondaient de jour en jour, puis de seconde en seconde, jusqu'à réduire l'urgence à un tout petit mois, avant que plus un seul continent ne soit à l'air libre. Ce jour-là, je ne voulais pas y croire. Personne ne le voulait. Personne ne le pouvait. Le déni était sur toutes les lèvres, un déni qui cachait un espoir aussi vain qu'impossible. Nous étions 7 milliards d'humains amassés sur cette grosse boule bleue qu'on appelait la Terre, et 6,9 milliards d'entre nous allaient mourir noyés dans leur propre maison dans une poignée de jours. Aujourd'hui encore, 265 jours après que le dernier humain ait officiellement disparu de la surface des continents émergés, je ne peux m'empêcher de me sentir coupable de les avoir laissés tous les 3 sur le pas de la porte, leur regard m'implorant de me sauver avec papa tant qu'il était encore temps, alors qu'eux et tous leurs voisins étaient, comme tous les autres habitants mal lotis de cette planète, condamnés à mort par la folie des puissants. Une folie à la pollution pour de l'argent. Ces bouts de papiers infâmes, crachés par des distributeurs sans âme. Ces grosses coupures qui avaient servi, autant à dérégler le fragile équilibre de la nature qu'à bâtir dans le plus grand secret, la cité sous-marine qui servirait de refuge inespéré à ceux-là même qui avaient plongé l'humanité dans la paisible mort. Peu importait que les milliardaires de ce monde engloutis auraient préféré une cité spatiale au milieu des étoiles. Le cataclysme d'un climat trop vite devenu fou les avait tous pris de court. Aucune autre planète ne serait assez proche pour accueillir les derniers humains si vite. Aucune technologie ne serait assez avancée pour nous y amener si tôt. Si la catastrophe s'était produite 50 ans plus tard, peut-être serions-nous dans l'espace à l'heure où j'écris ces lignes. Mais la folie de l'homme n'a d'égal que les limites de sa méconnaissance. Et nous voici, papa, moi et 999 998 autres personnes, moins les morts, plus les bébés nés depuis, plongés sous les océans, sous un immense dôme de verre, abritant un nouveau monde hallucinant,
Un écosystème complet, une civilisation d'humains engloutis par les eaux à 3 kilomètres de fond. Et depuis chaque nuit, le cauchemar de ma mère et de mes grands-parents, noyés dans la cuisine ou le petit salon, me hante. Je les vois couler à pic à travers les parois de verre du dôme. J'ai frappé à la vitre de toutes mes forces, mais leurs yeux sont clos et leurs membres flottent autour d'eux comme des poupées de chiffon. Je hurle contre la vitre épaisse, impuissant, puis je les vois s'enfoncer plus profondément encore, jusqu'à les apercevoir un dernier instant, avant qu'ils ne disparaissent sous la cité océanique qui me retient prisonnier de sa cage de verre. À combien de kilomètres de profondeur les failles qui entourent notre vulgaire cloche plongent-elles dans les abysses? Bien trop pour ne pas en avoir la tête qui tourne. Et c'est toujours à cet instant que je me réveille, trempé de sueur et haletant comme un apnéiste qui vient de reprendre une goulée d'air après un record de plongée. Depuis, je demande chaque jour à mon père s'ils se sont noyés ou si son ami de l'hôpital lui a procuré des sédatifs assez puissants pour mourir en paix, tous les trois lovés ensemble dans un dernier soupir. Papa ne me l'a jamais dit, pour me protéger, qu'il répète. Il ne veut pas que je puisse imaginer les derniers instants de ma mère et de mes grands-parents. Il s'imagine que si je ne sais pas, je ne pourrai pas les voir dans mes rêves. Mais c'était faux. Je sentais leur douleur, leur agonie et leur détresse dans chaque molécule qui composait mon corps, depuis ce jour où j'avais mis les pieds dans ce foutu véhicule militaire qui me conduirait jusqu'ici. J'aurais préféré mourir avec eux, mais eux voulaient que je vive. Et c'était parce que j'étais devenue ingénieure, grâce à eux, que j'étais en vie. Quant à papa, voir la mélancolie sur son visage chaque jour me renversait le cœur. Ma famille appartenait à la classe moyenne et il n'y avait pas de place dans la cité océanique pour les gens jugés inutiles à son fonctionnement ou trop vieux pour produire de nouveaux humains pour perpétuer l'espèce. Moi, j'étais en âge de faire de beaux bébés bien robustes pour œuvrer à sauver l'humanité et j'étais un ingénieur doué. Ce n'est que pour ces deux raisons, et principalement la seconde, que j'avais reçu une invitation à faire partie du dernier million d'humains qui avait pour mission de nous sauver tous. Quant à mon père, sa chance avait été d'être un mécanicien hors pair qui avait appris sur le tas en bricolant sur des mobylettes lorsqu'il était môme. De fil en aiguille et de rencontre en hasard, il avait fini par intégrer un aquarium pour touristes afin de s'occuper de la maintenance des systèmes de filtration des bassins. Il était chargé de s'assurer que les poissons ne manqueraient jamais d'oxygène dans leur eau cristalline. Bien que jugé vieux, il était donc un atout indispensable pour le fonctionnement de la cité, afin que personne ne meure asphyxié dans ce bocal géant. Fait rarissime dans les familles comme nous étions donc 2 membres à avoir été sélectionnés par le gouvernement de notre pays pour intégrer la cité. Mais nous étions l'exception. La plupart des familles de notre rang, ou les plus pauvres encore, avaient reçu de maladroites excuses télévisées leur annonçant que leur voyage dans le vivant s'arrêtait ici, sur le pas de leur porte, bientôt plongée sous les flots. Certains diraient que nous avons eu de la chance, que 2 survivants sur une famille de 5, c'était inespéré. Mais la réalité, c'est que mon père et moi aurions préféré rester là-haut avec nos proches pour mourir ensemble. Mais que serait une mère résignée à accepter ce funeste destin pour son unique enfant? Dès que maman avait su pour mon invitation et celle de papa, elle ne nous avait pas laissé le choix. Elle ne voulait pas que nous restions si nous pouvions survivre. Et de ça, elle n'avait pas démordu. Parfois, je m'imagine que de nous savoir en vie avait rendu sa mort moins difficile à supporter, et que papy et mamie l'avaient accompagnée paisiblement, dans la paix et l'amour, à travers leur nouveau voyage vers les cieux. Mais tout de suite après, cette pensée s'estompe et je fonds en larmes, le visage plongé dans mon oreiller pour étouffer mes cris, et je maudis les responsables de ce génocide mondial dans des hurlements désespérés. C'est ainsi qu'épuisée, je finis par m'endormir chaque soir depuis 265 jours, jusqu'à la sonnerie du réveil qui me rappelle que je dois œuvrer à servir chaque journée de plus, et jusqu'à la fin de mes jours, les assassins de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère, et de l'humanité tout entière, ou presque. Car les puissants n'avaient pas eu à vivre le même enfer que nous autres, pauvres mortels. La place de leur famille dans leur belle cité sous-marine était assurée depuis le début de sa construction. Construction qu'ils avaient eux-mêmes organisée et financée, quelques 10 années avant que le monde ne disparaisse sous les eaux, quelques 10 années avant que le commun des mortels n'apprenne l'existence de cette cité de verre, quelques 10 années avant le cataclysme qui provoqua la chute de l'humanité. Cher journal de bord, je suis Isidore Callaway, ingénieur mineur de la grande cité océanique, et en ce 265e jour sous les eaux, je me fais 2 promesses. D'abord, je ne pleurerai plus jamais la disparition de ceux qui comptaient le plus pour nous, pour ne pas laisser mon père sombrer davantage dans ses propres abysses. Et ensuite, je jure solennellement de venger chacun des êtres que nous avons perdus à cause de la folie d'une poignée de puissants, quoi qu'il en coûte. Et voilà. Donc, finalement, c'était la fonte des glaces qui a provoqué la perte de l'humanité, n'est-ce pas? Je disais tout à l'heure, bon, je sais pas, ça peut être n'importe quelle espèce de cataclysme ou d'erreur
humaine, ou voilà, eh bien c'est le réchauffement climatique, parce que c'est clairement ce qui me fait flipper le plus en ce moment. Je me dis qu'on va jamais s'en sortir, et donc évidemment ça inspire ce roman-là. Et donc vous avez compris, on est 265 jours après que les continents aient été entièrement submergés, que tout le monde soit mort noyé du coup. Et on va suivre du coup cet ingénieur, ce jeune homme, dans la cité sous-marine, qui va donc tout faire pour voilà, se venger. Montera-t-il un mouvement de résistance, une société secrète? Rencontrera-t-il des acolytes sur la route? Très certainement. Et on introduira peu à peu ce que je vous ai expliqué sur le mythe du primate aquatique, où il va y avoir tous les problèmes, toute la problématique liée à cette cité et à ce qui s'y passe à l'intérieur. Puis, ces créatures venues des profondeurs, des fameuses brèches, des failles qui descendent plus profond dans les océans, dont on parle dans cette première partie de roman, et qui va voir remonter petit à petit des créatures qui ne sont pas très favorables à l'installation de cette nouvelle civilisation dans leur territoire. Et voilà, c'est là où on va frôler. Pour l'instant, on est vraiment dans la dystopie, qui j'espère ne se produira jamais. C'est toujours un peu le truc compliqué avec les dystopies, c'est qu'on espère qu'elles se produiront jamais, même si on n'en est jamais sûr. Et puis petit à petit, quand on aura un peu ce mythe du primate aquatique, est-ce qu'on va frôler un petit peu la fantaisie avec une civilisation d'humains confrontée à une civilisation de sirènes, entre guillemets? Ou est-ce que ce sera vraiment, ou est-ce qu'on va rester dans la dystopie? Voilà, je pense qu'on va voguer entre science-fiction, dystopie, légende et fantaisie. On va être vraiment là-dedans. Le tout sous une bonne couche de dystopie, donc, puisque c'est quand même le thème principal du roman, enfin le genre principal du roman. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez écouté. J'espère que que filmer mon écran n'était pas trop chaotique, parce que je regardais pas ce que je filmais, à part de temps en temps je rebaissais un peu le téléphone, mais bon, on s'en fout. C'était juste pour vous lire ça, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous inspire, ce que vous en pensez. Et quant à moi, je vais m'atteler maintenant très très tard, du coup à 1h du matin, à commencer à peine les nouveautés et à répondre aux mails des éditeurs. J'ai déjà validé les commandes tout à l'heure, les commandes de la journée, donc ça sera ça de moins à faire. Et donc je pense qu'on va faire comme hier, c'est-à-dire je vais faire sûrement qu'une seule nouveauté. Je vais voir ça. Ça m'embêterait de ne pas en faire du tout, parce que je me suis dit que je veux en faire tout le temps, tous les jours, en ce moment. Donc ça m'embêterait beaucoup de ne pas le faire par flemme, parce que je me suis mis à faire ce roman qui n'était pas prévu. En tout cas, ce début de roman, pour ne pas l'oublier. Donc je pense que je vais, comme d'habitude, prendre mes responsabilités. Et je m'étais dit que j'allais faire les nouveautés. J'ai voulu faire ça, très bien, mais ça n'empêche pas que je dois quand même faire ce que je me suis promis de faire. Parce que ça, c'est le truc où quand vous vous dites « Oh, c'est bon, juste pour ce soir », c'est foutu. C'est foutu. Si un soir, un jour, vous vous laissez la possibilité de ne pas honorer votre propre promesse que vous vous êtes fait à vous-même, c'est fini. Après, et demain, oh, j'ai la flemme, et après demain, oh non, je suis fatiguée, et c'est fini. Donc même si je fais qu'une seule nouveauté, eh bien je fais au moins une nouveauté. Voilà, parce que j'ai dit que je faisais ça. Je vais d'abord poster le concours, pour être sûre de ne pas l'oublier, avant d'aller me coucher, puisqu'il doit être validé demain, le 12, enfin demain, du coup tout à l'heure, à leur réveil, à leur arrivée au bureau, par les éditions Solar. C'est Solar? Oui. Donc je vais faire ça en premier. Puis je vais répondre aux mails des éditeurs, parce que ça sera le plus rapide. Puis je me garde le plus chiant pour la fin, pour que... Enfin, le plus chiant, le plus long, quoi. Et là, je trouve ça chiant à cette heure-ci. Pour ne pas... Pour qu'une fois que j'ai fini ça, la nouveauté, je me dise pas « Ah, j'ai encore ci et ça à faire ». Parce que comme les nouveautés, c'est un peu exigeant mentalement. Il faut trouver des idées, il faut les mettre en pratique, il faut les dessiner, ou les illustrer, les écrire, les trucs, bref, tout créer. J'aimerais qu'après ça, j'aille au lit. Je pense que je vais me donner un peu de courage en me mettant un ancien vlog de petite lectrice. Parce que la plupart, je ne les ai pas vus, puisque je la suis depuis peu, puisque je l'ai connue grâce à Muse. Donc en ce moment, je regarde ses vlogs d'il y a 9 mois à peu près.
Parce qu'ils sont longs souvent et du coup je peux les laisser tourner en fond et tout. Et voilà, Estelle va me tenir compagnie du coup pendant ma séance de travail. Je vous montre les nouveautés. On voit mes gros doigts là. Je vous montre du coup les nouveautés dès que j'ai fini. Et on finira ce vlog comme ça. Voilà. À toutes mes girls, souhaitez-moi bon courage. Bon, update. Il est 3h15 du matin. Et j'ai fini de répondre aux mails des éditeurs. Donc ça m'a pris du temps. Dis donc, ça m'a pris quoi, 2 heures? Ouais. 2 heures. Bah, il y en a beaucoup, faut dire. Et pour vous dire, les concours sont remplis jusqu'à fin septembre. Sachant que en juillet, on fait un concours tous les 2 à 3 jours. Et après, je me suis calée à partir de août pour ne pas perdre de place. Un concours tous les 2 jours. Enfin, un jour sur 2, quoi. Et donc, tout août, c'est rempli, un jour sur 2. Tout septembre, c'est rempli, un jour sur 2. Et on a des éditeurs qui commencent à nous réserver des dates pour Noël et tout. Franchement, ça me fait halluciner. Ça se remplit à une vitesse. C'est fou. C'est fou. Limite, ça me gêne parce que du coup, je suis en train de parler à des éditeurs et ça se rajoute... Enfin, ça se met tellement vite, quoi. Ça se remplit tellement vite que je dois leur proposer des concours que dans 2 mois. Et je suis en mode là, bon... Limite, ça me gêne de proposer des trucs que dans 2 mois. C'est pas très rapide, quoi. Mais je peux pas faire autrement. Je peux pas en faire plus qu'un jour sur 2 parce que, bon, déjà, ça ferait vraiment trop de concours. Déjà, un jour sur 2, c'est pas mal. Hein, ça vous fait gagner beaucoup de choses. Mais en plus, moi, à chaque concours, je tourne des réels, je fais des photos. Donc, vous imaginez tout le travail aussi que ça me demande de trucs. Alors, je m'éclate à le faire, c'est super, mais je pourrais pas en faire plus. C'est trop, c'est trop. Voilà, donc je me penche sur la nouveauté du jour. Je vais en faire qu'une parce que là, vraiment, c'est pas possible. 3h du matin, je sais pas à quelle heure je vais me coucher encore. Le problème, c'est que quand je me couche à 3h du matin, ça passe encore. Mais quand je travaille jusqu'à 4-5 heures, je sens que le lendemain, j'arrive pas à travailler de la journée parce que je suis trop décalquée. J'ai la tête comme un compteur à gaz. Voilà. Donc, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est juste qu'après, voilà, j'ai du mal à me recaler. Et que du coup, là, toute la journée de demain, j'ai peur de ne pas réussir à travailler. Bon, en même temps, ça me fera peut-être un jour de pause. Il serait peut-être temps d'y penser. Je sais pas. Bon, alors, je vais essayer de faire la nouveauté sans tarder, là. Vite, vite, vite. Une nouveauté simple. Simple, simple, simple. Angéline simple. Pense simple. Je vous montre ça juste après. Allez, à toutes. Edith. Non, pas Edith, c'est pas le prénom Edith. Hein. Edito, Edith. Enfin, je fais un edit, une modification, un ajout. Si je monte la luminosité de là, vous me voyez mieux? Ah! Je me sers de mon ordi comme lampe frontale. Là, c'est le piège parce que il est 3h du matin chez moi. Donc, plus 6, il est 9h en France. Et là, du coup, les éditeurs, ils sont arrivés au bureau. Enfin, les éditeurs, les personnes qui travaillent dans les maisons d'édition. Et donc, ça veut dire que là, je réponds à ma liste de messages reçus aujourd'hui, dans la journée. Mais du coup, là, ils reçoivent en direct et ils me répondent en direct. Et là, c'est le piège parce que du coup, si je commence à répondre en direct et que j'attends pas... voilà... souvent, je me laisse 24 heures. Enfin, ils m'envoient un truc, 24 heures après, je réponds, 24 heures après, ils me répondent avec le décalage horaire, c'est comme ça. Et là, du coup, si je commence à répondre en direct dès qu'ils me font une réponse... Là, c'est sûr que je suis pas couchée avant 6 heures. Donc, ça me titille parce que, je vois les mails arriver et j'ai qu'une envie, c'est répondre. En plus, là, j'ai, par exemple, les éditions d'Argo. J'ai Clara qui me dit encore merci d'avoir pensé à nous pour un concours croisé. J'ai vu passer quelques concours sur votre compte récemment et le contenu produit est très beau et qualitatif. C'est trop sympa. Alors, j'ai doublement envie de répondre tout de suite en disant merci, c'est trop chouette, quoi, c'est trop sympa. Voilà, se prendre des compliments en pleine face. Donc c'est cool. Mais là, je ne vais pas répondre à Clara tout de suite. Je vais attendre demain, je pense. Parce que faut vraiment que je fasse la nouveauté. Peut-être je vais lui répondre quand même maintenant. Ah, voilà, le piège, le piège, le piège. Allez, je fais les nouveautés. La première bonne nouvelle, c'est que j'ai fini de travailler. Il est 4h30 du matin. Est-ce que vous entendez les oiseaux qui chantent et le soleil qui se lève? Il y a des nuages qui bougent là derrière moi. Non mais regardez. Regardez la vitesse à laquelle ils bougent. Vous les voyez se déplacer?
Les oiseaux. Voilà, donc, première nouvelle. Je crie pas trop fort parce que tout le monde dort dans la maison, bien sûr. Tout à l'heure, je me suis rendu compte que je crie un peu. Première nouvelle, j'ai fini de travailler. Deuxième nouvelle, Estelle, petite lectrice, m'a tenue compagnie pendant toute la nuit, pendant mon travail. Et regardez, elle porte quoi? Son sweat Agatha Christie de chez Muse. Vous imaginez pas le petit kiff de regarder des vidéos booktube et de voir passer mes créations chez l'une, chez l'autre. Puis Estelle, elle les porte tout le temps. Donc c'est trop cool. Je n'ai plus qu'à vous montrer, pas les nouveautés, mais la nouveauté, avant d'aller me coucher, de clôturer ce vlog et de pas le monter maintenant, parce qu'il faut pas déconner non plus. 4h30 du matin, on va s'arrêter là. Je le monterai demain, je le posterai en suivant. Et voilà, voilà. Allez, je vous montre ça. Alors, voici donc la nouveauté qui est entièrement brodée. Lectrice de mère en fille. Il y a marqué Muse juste en dessous en jaune. Ça se voit pas bien sur l'écran. Avec les petites fleurs brodées. Voilà. Où est-ce que ça donne? Allez, la mise au point, tu peux le faire. Voilà, donc petit t-shirt discret. J'en peux plus de cette mise au point là, vas-y. Donc toujours pareil, gris anthracite, noir, non c'est bleu, non c'était noir, et voilà le bleu. Non mais vraiment on voit rien quand c'est, j'allais dire quand c'est le soir, bah quand c'est 4h30 du matin non plus apparemment. Bien, c'est donc comme ça que je vous dis bye bye pour ce vlog. Je ne sais pas à quelle heure je vais me lever demain, mais tout est fait. Le concours est posté avec Solar, la nouveauté est faite, je m'y suis tenue. Ça, vous voyez, c'est encore un truc important. Je rabats, je fais comme ma mère, hein. Je donne des conseils de mamie, là. Mais tenez-vous à vos objectifs. Vous ne savez pas à quel point vous vous remercierez plus tard. Votre vous du futur vous remerciera. Voilà, et c'est notamment en entrepreneuriat, dans la vie tout le temps, mais l'entrepreneuriat est un peu une école de la vie. C'est quelque chose que je m'applique beaucoup à faire. Vous le voyez de toute façon, voilà, j'ai du travail à faire, des mails à répondre, une nouveauté que je me suis promis de faire, 4h30 du matin ou pas, je travaille parce que je devais le faire. Voilà, après j'assume les conséquences le lendemain matin. Enfin non, le lendemain matin je dors. Mais j'assume les conséquences le lendemain ou pas, parce que si vraiment je suis fatiguée, trop fatiguée, bon je travaille pas, mais du coup après je travaille le soir et ça refait une soirée tard et bon, faut que j'arrive à me recaler. Mais la satisfaction d'avoir fait ce qui devait être fait, partir dormir avec le devoir accompli entre guillemets, et être fière de ne pas s'être fait manipuler par les biais du cerveau qui sont un peu plus en mode mais non, vas-y. Vous savez, notre cerveau, il essaye toujours de nous avoir comme ça, de faire le paresseux et de nous empêcher de faire ce qu'on a à faire et de procrastiner. Voilà, ce qui n'est pas du tout mon truc, procrastiner, parce que j'ai entraîné mon cerveau à ne pas le faire. C'est interdit. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit si vous êtes le soir et une pas bonne nuit, mais une bonne journée si vous êtes l'après-midi. Quant à moi, je vous dis, on le dit ensemble, bye mes girls.